Ce soir, nous n'explorerons pas de grands châteaux, ni la vie des rois, mais plutôt les coins négligés de l'histoire qui restent invisibles dans les peintures. Nous plongeons dans le monde des paysans médiévaux. Ce sont eux qui n'ont pas bénéficié du luxe de monter à cheval ou de porter des couronnes. Ils ont bravé les pestes, la faim, le froid et d'innombrables petites épreuves, sans aucun titre noble à leur nom. Ils ont vécu sans gloire ni héritage durable, supportant de longues journées et de courtes nuits avec une résilience silencieuse que peu d'entre nous pourraient endurer. Si vous trouvez du réconfort dans ce type d'histoire tranquille et sans hâte, n'hésitez pas à montrer votre appréciation en aimant et en vous abonnant à la vidéo. Mais seulement si cela vous apporte vraiment la paix. Partagez dans les commentaires d'où vous écoutez et l'heure actuelle, car il est étrangement rassurant de voir d'autres qui s'endormissent au même récit doux. Alors, baissez les lumières, allumez un ventilateur pour ce bruit de fond apaisant si vous préférez. Mettez-vous à l'aise et laissons-nous emporter jusqu'au bout de la carte. Niché dans un village anonyme, perdu dans le temps et la mémoire, se trouve une petite colonie située dans une vallée peu profonde, loin des regards indiscrets des routes, des registres officiels ou de l'œil du roi. Cet endroit obscur reste une faible pliure dans le relief, trop isolé pour être marqué sur une carte, à supposer que vous en possédiez une, ce qui est très peu probable. Dans ce royaume, où la civilisation cède la place à la forêt envahissante, de vieux arbres se dressent comme des sentinelles silencieuses, semblant tolérer la présence humaine avec réticence. Les champs cultivés s'étendent de manière désordonnée, montrant des signes de travail acharné et incessant. Vers le nord coule une rivière, une entité mythique mentionnée à voix basse, semblable à des dragons ou des saints, mais invisible à vos yeux. C'est ici que le lieu de votre naissance et celui où vous finirez par mourir peuvent être séparés d'à peine 60 pas. Les habitations semblent usées par le temps, presque comme si elles avaient enduré d'innombrables hivers rigoureux. Construites en boue, paille et branches tissées avec soin, puis réparées régulièrement avec les matériaux disponibles. À l'abri des intempéries, les murs paraissent rustiques et modestes. Les toits de chaume sont affaissés et penchés, laissant toujours passer des fuites à travers des endroits inaccessibles. Le village dégage des odeurs de laine humide, de fumée et de terre, mêlées à une note piquante de bétail et de décomposition humide. Aucune de ces odeurs ne vous surprend plus. Elles sont devenues synonymes de l'endroit que vous appelez chez vous. Le chemin menant au village n'est qu'une simple piste boueuse tracée par les roues des chariots à bœuf, formant deux profondes rainures qui recueillent l'eau de pluie et attirent vers les moustiques. Il n'a pas été déserté par les voyageurs importants depuis un certain temps, voire jamais. La plupart des jours se déroulent dans un silence serein. Le son d'une cloche lointaine, provenant d'une chapelle voisine, portée par le vent, marque les heures qui passent. Sinon, le temps est mesuré par la position du soleil, les ombres s'étendant à travers les champs, ou par la douleur qui s'installe dans votre dos avant midi. Environ 12 familles vivent ici, juste assez pour se rassembler lors de petites célébrations. Tout le monde se connaît bien les soucis des autres, mais choisit de les ignorer jusqu'à ce qu'une intervention devienne nécessaire. Le chef officieux du village, un homme nommé Tom, a obtenu son titre en partageant une conversation qu'il a eue autrefois avec un moine, qu'il répète maintenant comme un signe de sa sagesse. Sa demeure reste intacte et sa chèvre semble en bonne santé, répondant aux exigences de base pour le leadership dans le village. La précision n'est pas un concept adopté ici. Il n'y a pas de registre écrit, d'acte de propriété ou d'arpentage. Les limites sont comprises de manière plus informelle. Au-delà du vieux chêne ou dans le sol mou se trouve la résolution des conflits par la nonchalance, de brèves disputes, et parfois l'échange d'un pain jusqu'à ce que tout désir de continuer le conflit s'éteigne. Dans cet endroit dépourvu d'école, de taverne ou d'auberge, l'arrivée d'un étranger suscite des semaines de discussions sur ses origines, ses intentions, ses malédictions et son parfum. Les nouveaux venus évoquent à la fois fascination et légère crainte dans la communauté, où les départs sont rares et les voyages plus un mythe qu'une réalité. La forêt dense, les longues collines et les routes traîtresses
dissuade toute pensée d'aller vers les villages et villes lointains aux grands bâtiments en pierre. Rester sur place est plus sûr, malgré les défis et la monotonie, car la familiarité offre un sentiment de sécurité. Suivre la routine quotidienne, du ramassage du bois à l'entretien des moutons, apporte une forme de confort même au milieu des toits qui fuient, des puits qui se tarissent et des repas répétitifs. La vie tourne autour de tâches simples, se réveiller avec la lumière, travailler tout au long de la journée et se reposer lorsque la nuit tombe. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais cela constitue l'existence, trouvant du réconfort dans le rythme paisible de la vie quotidienne. Dans cet endroit, il existe une tranquillité particulière. C'est une paix qui ne nécessite pas d'enquête, pas de compréhension profonde au-delà de ce qui peut être observé depuis le sommet le plus proche. Les nouvelles peuvent parfois filtrer, parlant de batailles, de la mort de monarques ou d'une comète qui cause l'alarme dans un village éloigné. Mais ces informations ne semblent jamais vous parvenir directement. Elles se transforment en simples récits, dilués à force de nombreuses répétitions. Le temps lui-même se comporte de manière unique dans cette région. Les saisons se fondent indistinctement les unes dans les autres. Un printemps humide se mue sans effort en un été détrempé, tandis qu'un gel sévère se transforme en un hiver glacial qui peut pénétrer jusqu'à vos chaussures. Ici, on ne compte pas les années, mais plutôt les récoltes, saison sèche, saison humide. Les souvenirs sont gravés dans la terre. La récolte ratée où le seigle a pourri, celle abondante où l'orge a prospéré, apportant un bonheur éphémère. Le régisseur, l'aide de Margerie, supervise la collecte du grain, pose des questions et consigne les réponses. Vos réponses sont prudentes, dépourvues de détails superflus, car il semble réticent à toute complexité. Le roi reste une figure lointaine, son rôle vague pour vous, mais son nom est invoqué dans les prières, au cas où il aurait une importance. Le changement est rare à cette extrémité de la carte, annonçant généralement la malchance. Néanmoins, la cheminée brille, le toit reste solide, offrant de la chaleur à l'intérieur du cottage douillet. Demain, comme chaque jour, le soleil s'élèvera au-dessus des collines familières, apportant du réconfort. Au cours de votre vie, bien que vous puissiez parcourir des centaines de kilomètres, la plupart de ces trajets seront cycliques. Pour de nombreux habitants de la campagne médiévale, s'aventurer au-delà de quelques kilomètres de chez eux était une occurrence rare. Les gens n'étaient pas désireux de s'aventurer au-delà de leur lieu de naissance. Ce n'était pas par manque de curiosité, d'énergie ou même de chaussures adéquates, bien que les bottes soient bien souvent considérées comme un luxe. La raison résidait dans le fait que le monde inexploré, au-delà de la colline la plus proche, ne semblait pas leur appartenir. L'idée de partir en voyage pour découvrir cet univers lointain paraissait aussi improbable que de voler. En grandissant, vous avez appris à connaître chaque parcelle de terre allant de votre maison jusqu'à la limite du champ. Vous pouviez identifier chaque souche d'arbre le long du chemin menant au puits. Vous pouviez discerner qui avait emprunté cette route en examinant la profondeur de leurs empreintes dans la boue. Tout ce qui dépassait cela commençait à sembler abstrait. Même si le prochain village n'était qu'à 5 miles, cela aurait tout aussi bien pu être une nation étrangère. Vous en aviez entendu parler, qui avait épousé qui avait volé une chèvre, qui avait prétendu que le prêtre ronflait pendant la messe. Pourtant, vous ne l'aviez pas vu, et il était peu probable que vous le voyiez, car voyager était dangereux. Pas de manière excitante et exaltante, mais d'une manière discrète, fatigante et potentiellement mortelle. Les routes n'étaient pas de bien entretenus chemins avec des panneaux et des auberges accueillantes. Elles consistaient principalement en des sentiers boueux serpentant à travers des forêts, des champs et de vastes étendues de terre désolées et silencieuses. Il n'y avait ni carte ni indication claire, seulement des instructions vagues comme « Continuez jusqu'à ce que vous aperceviez le pin penché ». Puis tournez à gauche après la pierre, ressemblant à un cochon endormi. Le long de ces chemins, diverses préoccupations se faisaient ressentir. Tout d'abord, la forêt. Les bois médiévaux n'étaient pas de pittoresques parcs. Ils étaient denses, ombragés, entremêlés de racines et résonnaient de bruits indéfinissables. Sangliers, loups et individus préférant rester inconnus y habitaient. Si vous n'aviez pas été élevé dans la forêt,
elle ne vous accueillait pas. Deuxièmement, les bandits représentaient une menace. Des individus désespérés, n'ayant rien à perdre et aucune terre à cultiver, considéraient les voyageurs comme des cibles faciles, surtout s'ils semblaient même un peu... Être quelque peu bien nourri pouvait donner l'impression de richesse à un homme marchant avec assurance. Une voyageuse solitaire pouvait être supposée posséder quelque chose de précieux. Rapidement, vous réalisiez que l'assurance ne garantissait pas la protection. Quant au risque de se perdre, ce n'était pas un problème mineur. S'écarter du chemin signifiait qu'il n'y aurait pas de groupe de secours. Vous ne pouviez pas compter sur le fait de suivre une rivière en aval pour être sauvé. Des jours pouvaient se passer sans rencontrer une autre personne. Vous pouviez disparaître dans la nature sans laisser de traces. Votre absence pourrait passer inaperçue jusqu'à la prochaine célébration, lorsqu'une personne s'enquérirait de vous et recevrait des réponses indifférentes des autres. Ensuite, il y avait des considérations pratiques. Si vous vous aventuriez trop loin, qui s'occuperait de vos cultures ou nourrirait le bétail? Et si l'administrateur du Seigneur venait percevoir les taxes pendant votre absence? Vous ne pouviez pas justifier votre absence à quelqu'un qui tenait des registres financiers. Vos responsabilités ne s'arrêtèrent pas à cause de votre désir d'explorer au-delà de l'horizon. Même si vous atteigniez un autre village, qu'attendait-on de vous? Vous n'étiez pas attendu ni chaleureusement accueilli. Les étrangers apportèrent des problèmes tels que la maladie, la criminalité et des croyances inconnues. Votre langage, vos coutumes ou même vos manières à table pouvaient être différentes, suscitant la suspicion ou pire. L'hospitalité n'était pas garantie, la nourriture était rare et les lits occupés. L'endroit le plus sûr restait votre maison, non pas en raison de sa sécurité, mais de sa familiarité. Vous connaissiez la partie du toit qui fuyait, les poules qui se promenaient, et le voisin prêt à prêter des outils sans fouiller. Au-delà de votre maison, personne n'avait d'obligation envers vous. Néanmoins, des voyageurs occasionnels existaient. Pas des paysans, mais des marchands, du clergé, des messagers, des individus avec une protection ou un but. Vous pourriez les apercevoir chaque année. Des voyageurs arrivaient avec des stocks de laine ou de poissons conservés, racontant des histoires évoquant celles des feux de camp enfumés, décrivant des villes où les bâtiments étaient construits en pierre, des marchés regorgeant d'épices exotiques et des rues qui restaient solides même sous la pluie. Bien que le récit semblât fantastique, vous écoutiez leurs paroles avec une pointe de scepticisme, en pensant à votre illettrisme, à votre manque de richesse et à votre infamiliarité avec les normes sociales qui constitueraient des obstacles dans un tel endroit. L'idée d'être englouti par l'anonymat de la ville inconnue semblait intimidante. Au lieu de cela, vous choisissiez de rester ancré dans votre village, non pas par peur, bien que celle-ci s'insinuât parfois, mais en raison des obligations à remplir, réparer les clôtures, prendre soin d'une nièce, s'occuper des cultures comme l'orge en train de sécher, et accomplir de nombreuses autres tâches avant la tombée de la nuit. De plus, vous trouviez du contentement dans la routine familière du village, avec ses événements quotidiens de commérage, de disputes, de changements météorologiques, de maladies et de brèves périodes de bonheur. Le village offrait le cycle rassurant des cloches qui sonnent, des transitions saisonnières et de la fierté silencieuse d'avoir enduré chaque jour qui passe. Bien qu'il y eût des visions d'explorer au-delà de la forêt, la plupart des jours, Aderot est passé à espérer que le ragoût ne brûlerait pas en allant chercher de l'eau. Parfois, des individus partaient, généralement ceux poussés par la désespérance, l'impulsivité ou l'ambition. Un jeune pouvait se lancer dans une quête, cherchant un nouveau chapitre dans son histoire. À la recherche d'un travail, d'aventure ou d'une cause pour laquelle il vaut la peine de se sacrifier. Il peut revenir avec une démarche boiteuse, une histoire, ou ne pas revenir du tout. Son absence fut accueillie avec peu de discussions. Seulement des hochements de tête et des commentaires disant qu'il était allé au-delà des arbres. Comme si cela clarifiait tout. Peut-être que oui. Pour ceux qui restaient, la vie était modeste mais familière. La solitude n'était pas prédominante. On partageait ses journées avec la famille, les voisins, les animaux et la terre elle-même. La routine apportait du réconfort, tout comme les griefs bien connus. Il n'était pas nécessaire de découvrir des villes lointaines, de goûter à la cannelle ou d'explorer des royaumes pour comprendre la chaleur, la joie du pain sucré,
l'amour, la tristesse, l'ennui ou l'espoir. Avec le temps, à mesure que l'âge s'installait et que les enfants dépassaient la hauteur des piquets de clôture, l'attrait du voyage diminuait, non pas avec regret, mais avec compréhension. Certains sont destinés à vagabonder, d'autres à rester. Il n'y a pas de plan précis, pas d'architecte, pas de matériaux parfaitement étiquetés en attente d'assemblage, juste de la boue, du bois et d'autres éléments encore non revendiqués par le paysage. Votre habitation n'est pas une maison traditionnelle, c'est une négociation entre abri et intempéries, travail et dégradation, nécessité et ce que la terre offre à contre-cœur. Tout commence par une ossature, du bois grossièrement taillé provenant d'arbres proches, façonné par des outils maniés par de nombreuses mains. Le bois n'est pas parfait, il se plie et se déforme, mais cela n'a pas d'importance, pas plus que les murs. Une fois la structure érigée, des branches fines ou des bâtons souples sont tissés entre les poteaux. Le processus, appelé dobele, n'est peut-être pas élégant ni particulièrement rapide, mais il tient d'une manière ou d'une autre, tout comme le reste de votre vie. Ensuite, il y a le dorbe, un mélange de boue, de paille, d'excréments et d'eau. Vous l'appliquez à la main, en le pressant dans les interstices et en le lissant juste assez pour empêcher le vent de passer, tout en faisant semblant que c'est intentionnel. Il sèche lentement, se fissure souvent au soleil et tombe parfois en morceaux, nécessitant d'être refait avant l'hiver. Vous vous habituez à l'odeur avec le temps, au point de ne plus même la remarquer. Le toit est en chaume, composé de couches de paille sèche bien tassées et fixées aux poutres. Au début, il brille d'un doré et paraît presque joli. Cependant, avec l'arrivée de la pluie, des oiseaux et le passage du temps, la couleur s'estompe, les bords s'usent et des trous inattendus apparaissent. Rapidement, vous vous retrouvez à placer stratégiquement des seaux aux endroits que vous espériez éviter. Au lieu de tuiler ou d'étanchéifier, vous continuez à faire des réparations jusqu'à ce que le toit semble plus réparé que complet. À un certain moment, vivre sous une charrette peut sembler une option plus facile. Le sol est en terre, et bien que vous vous rassuriez en disant qu'il est compacté, des années d'activité l'ont transformé en quelque chose de relativement solide. Pourtant, quand il pleut, il redevient mou, et lorsqu'il gèle, il se fissure. L'arrivée des chèvres la nuit rend incertain ce qui se trouve sous le sol. Vous pouvez essayer de le couvrir avec des broussailles ou de la paille, ce qui apporte un certain soulagement. Mais cela devient rapidement humide, sale et transformé en poussière à force d'être piétiné. Ensuite, vous l'aspirez et recommencez à zéro. Ou peut-être ne le faites pas. Finalement, la paille se fond dans le sol, devenant une partie acceptée du paysage. Quant aux fenêtres, techniquement, des ouvertures dans le mur sont présentes, mais elles sont couvertes de volets en bois qui oscillent maladroitement et ne ferment pas complètement. En raison du coût élevé, de la rareté et de la fragilité du verre, celui-ci n'est pas utilisé. Par conséquent, le vent, le froid, les bruitages des animaux extérieurs, et parfois les animaux eux-mêmes, trouvent dans leur chemin à l'intérieur. Une seule porte est généralement suspendue légèrement de travers en raison du déplacement du cadre lors du dernier gel. Elle est sécurisée par un crochet ou une cheville en bois. Non pas pour la sécurité, puisqu'il n'y a rien de précieux à voler, mais pour empêcher les poules de sortir et le vent de s'infiltrer. À l'intérieur, la disposition peut être décrite comme communautaire, avec une seule pièce, parfois deux si une extension ou un grenier a été ajouté, mais généralement une seule pièce pour dormir, manger, cuisiner, réparer, converser, se disputer et espérer. La résidence accueille tout le monde. Parents, enfants, quelques cousins, un grand-parent, peut-être un enfant du voisin dont les parents sont malades ou absents. Au centre, il y a une cheminée, construite en pierre si l'on a de la chance, en terre si l'on en a moins. La fumée s'échappe par un trou dans le toit, car il n'y a pas de cheminée. L'intérieur est constamment imprégné de fumée, légèrement chaud, humide, et dégage un léger parfum de ragoût réchauffé à plusieurs reprises. Le mobilier est minimal. Une table, un banc, peut-être un tabouret, et un coffre si quelqu'un dans la famille excellait dans la sculpture ou avait de la chance en mariage.
Les lits sont des cadres en bois, remplis de paille ou de plumes, souvent partagés et sujets au grincement. Les couvertures sont en laine épaisse et grossière, et ne sont jamais complètement sèches. Le rangement se trouve dans les poutres où l'on conserve de l'ail, des oignons, des herbes et parfois un petit jambon, si le cochon a été généreux cette année-là. Le changement de saison peut se discerner par les odeurs dans l'air au-dessus. Parfois, cette odeur aide à distinguer le début de l'hiver de la fin du printemps. Cela peut être rassurant. La proximité de l'épuisement sert de rappel. Les animaux sont intégrés dans le ménage, littéralement. La vache peut somnoler dans la même pièce, nichée dans un coin. Même les poules et une chèvre cohabitent dans l'espace. Bien que ce ne soit pas idéal ni hygiénique, cela apporte de la chaleur. Avec le temps, vous devenez habile à filtrer les caquettements, les bruits de pas et les bêlements surpris occasionnels pendant la nuit. Ils se fondent dans le bruit de fond, aux côtés du vent qui souffle à travers le chaume ou du craquement lent des murs. L'irrégularité est évidente partout. Le sol s'affaisse, le toit penche et les murs gonflent légèrement, comme si toute la structure respirait en harmonie avec les saisons. Vous faites les réparations possibles et ignorez le reste. Chaque printemps, tu promets de réparer le mur du fond, mais à l'automne, il reste de travers. Cette maison n'est pas conçue pour la longévité, mais plutôt pour la résilience face aux tempêtes imminentes. Malgré ses imperfections, dont il y en a beaucoup, elle incarne un sentiment d'appartenance. Tu sais comment repousser les courants d'air froid et quelle poutre du toit peut supporter un pot suspendu sans protester. La façon dont la lumière du jour filtre à travers les lattes l'après-midi et l'endroit où le chien se pelotonne pour une sieste te sont familiers. Les étrangers peuvent percevoir la pauvreté en passant, mais pour toi, cela signifie dévouement, réutilisation et ingéniosité. Un toit en bon état est une victoire. Un feu crépitant à l'aube est une bénédiction. Un coin sec et abrité est considéré comme plus précieux que des richesses. Se retirer pour dormir, entouré de ronflements, de silence, de fumée et de paille, procure un sentiment de réconfort étrange. Pas la fierté en soi, mais un sentiment d'appartenance. C'est votre domaine, flexible, imparfait et en constante évolution, ballotté par le vent, mais résistant. Cela était également vrai pour vous. Pour le villageois médiéval ordinaire, la nourriture n'était qu'une nécessité, dépourvue de la vivacité ou de la variété que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'était pas une expérience agréable, mais plutôt un défi quotidien à relever avec les mêmes ingrédients et un espoir qui s'évanouissait de voir apparaître quelque chose de savoureux. Votre cuisine, à peine digne de ce nom, se composait d'un petit espace dans votre habitation d'une seule pièce, près de la cheminée. Il n'y avait pas de garde-manger rempli, pas d'étagère débordant de provisions, pas d'herbes parfumées suspendues à une fenêtre ensoleillée. Au contraire, tout ce que vous aviez, c'était une marmite, un feu et une sélection limitée de provisions que vous priez de ne pas avoir pourries. Le point central de la plupart des repas était la potage, un ragoût perpétuel mijotant dans la marmite, qui ne cessait jamais de cuire. Ce n'était pas entièrement frais, ni entièrement consommé. Tout au long de la journée, des ingrédients étaient ajoutés, et à la tombée de la nuit, il était écumé. Vous en preniez soin toute l'année, craignant toute croissance inattendue dans ses profondeurs. Les ingrédients dépendaient de ce que vous possédiez peu. Un potage préférable pouvait contenir du chou, des poireaux, de l'orge et quelques légumineuses lors d'une bonne journée. Peut-être de l'ail ou des oignons si la récolte était abondante. En hiver, on utilisait des haricots ou des pois secs, avec une rare gourmandise d'une bouchée de porc salé, plus souvent simplement l'os. Même l'os avait de la valeur, bouilli pendant des jours dans l'espoir de rappeler le goût de la viande. Le goût restait constant, terreux, fade, plus proche d'une température que d'une saveur. Le potage n'était pas savouré pour son plaisir, mais consommé par nécessité, offrant une fin chaleureuse à une autre journée difficile. La journée était plus qu'apaisante. Elle ressemblait à un petit triomphe. La poterie n'a jamais été vraiment propre. Seulement essuyée ou raclée, rarement frottée, chaque nouvelle fournée conservant des traces de la précédente. Il n'y avait pas d'assaisonnement pour la masquer,
Pas de vinaigre pour la rafraîchir, juste une monotonie stable et prévisible. Une saveur évoquant des époques révolues. Le pain jouait également un rôle crucial. Pas doux ni appétissant, mais dur, dense et sombre, généralement fabriqué à partir de seigle, d'orge ou d'avoine. Le blé, la variété blanche raffinée, était réservé aux riches, tandis que les paysans pouvaient à peine se permettre de le regarder, encore moins de le cuire. Les miches étaient compactes et lourdes, manquant de légèreté, se brisaient facilement. Laissées dehors pendant une journée, elles pouvaient servir d'armes improvisées, mais elles apportèrent de la nourriture et servirent support pour absorber le ragoût. Parfois, le pain était fabriqué à partir de sources douteuses, comme des fleurs suspectes, de la balle, des pois moulus ou des restes du sac du meunier. En temps de grande détresse, les gens recouraient à l'utilisation d'écorces pour la cuisson, pas de façon figurée. Ils broyaient littéralement la couche intérieure de l'écorce d'arbre et la mélangeaient à une farine maigre, produisant un pain de famine dur, solide et à peine digestible, qui soutenait la vie. En période de pénurie extrême, on utilisait des tranchées, des morceaux de vieux pain utilisés comme assiette. Ces restes de ragoût étaient soit consommés après le repas, soit donnés aux animaux, ou passés de main en main à des personnes de rang inférieur, illustrant une hiérarchie du pain. La protéine était rare, les principales sources étant les œufs de poule et le lait de vache. Le bétail n'était consommé qu'en dernier recours, chaque partie de l'animal étant utilisée, y compris la viande, la graisse et les organes. Les os étaient utilisés à diverses fins. Le sang était un ingrédient clé dans les puddings, tandis que la graisse était transformée. La tête pouvait être transformée en soupe, garantissant que rien ne se perdait. Le porc était la viande prédominante lorsqu'il était accessible. Les cochons étaient des animaux efficaces, et leur graisse conservée améliorait de nombreux plats, élevant parfois un repas à peine agréable à quelque chose de modérément plaisant. Cependant, les cochons n'étaient abattus que lorsque cela était absolument nécessaire. La planification, le salage, la suspension, l'ébullition et la conservation d'un cochon entier étaient un processus long qui s'étalait sur plusieurs semaines. Si l'on vivait près d'une source d'eau, la pêche était une option, bien qu'elle fût soumise à des restrictions imposées par les propriétaires terriens. Pêcher des anguilles, de petits poissons de rivière, où tout ce qui était non périssable était courant. La morue salée était une marchandise précieuse, si l'on pouvait en obtenir. L'Église imposait des restrictions alimentaires, notamment l'abstinence de viande le vendredi et pendant le carême, ce qui poussait les gens à se tourner vers le poisson ou à s'en passer. La queue de castor était même considérée comme un poisson à cette époque, offrant une échappatoire astucieuse pour se nourrir. Le lait était un aliment de base, mais il devait être utilisé rapidement ou transformé en fromage ou en beurre en raison de sa nature périssable. Le beurre était un produit de luxe dans certaines maisons et était utilisé avec parcimonie. Le fromage, quant à lui, était plus ferme, plus piquant et souvent sec. De grosses quantités de fromage indiquaient une année productive pour la vache. Malgré son utilité, les produits laitiers ne convenaient pas toujours à tout le monde. Et l'absence de réfrigération signifiait que le lait tournait, que le beurre rancissait et que le fromage moisi était courant. L'eau potable était souvent peu fiable et dangereuse en raison des variations saisonnières et de la contamination en amont, ce qui faisait de la bière faible la boisson préférée. Généralement, une boisson alcoolisée faible appelée petite bière était produite dans les foyers et consommée par tous, y compris les jeunes, contenant une quantité minimale d'alcool destinée à éliminer les bactéries et à étancher légèrement la soif. Si l'on avait accès à des pommes ou des poires, on pouvait fabriquer du cidre. Le vin était réservé aux clergés et aux nobles, tandis que le hydromel était rare. Le lait était réservé aux enfants et aux malades, laissant la bière comme boisson de référence pour le petit déjeuner, le déjeuner et pour oublier momentanément que demain ne différerait pas d'aujourd'hui. Les légumes constituaient la principale composante des repas, tels que le chou, les oignons, l'ail, les navets et les poireaux, avec des carottes blanches ou violettes à l'époque médiévale, cultivées dans de petits jardins soigneusement entretenus et consommées entières. Les fruits comme les pommes étaient saisonniers, certains baies ou prunes sauvages pouvant durer tout l'hiver si conservés.
La conservation était difficile en raison du coût élevé du sucre. Le miel étant une alternative précieuse si l'on élevait des abeilles. Des herbes comme le persil, la sauge, l'aneth et la menthe étaient cultivées à des fins médicinales ou traditionnelles, plutôt que pour leur saveur, croyant qu'elles préviennent la maladie ou repoussent les parasites, améliorant parfois le goût en tant que conséquence agréable. Les repas étaient généralement partagés sur des bancs près du feu, sans plat ou recette, consistant en une marmite, du pain et l'espoir de reste pour le lendemain. Les grognements étaient inutiles pour épaissir le ragoût. Les occasions spéciales, comme les fêtes, les mariages ou les festivals, marquaient une déviation rare. À l'époque médiévale, préparer un oiseau pour la cuisson ou faire une tarte était une pratique courante. Ces tartes n'étaient pas aussi délicates et feuilletées que celles que nous apprécions aujourd'hui, mais ressemblèrent plutôt à des boîtes solides faites d'une pâte résistante pour contenir une garniture de viande savoureuse. Les épices étaient un luxe et étaient utilisées avec parcimonie dans ces tartes, avec des options comme le poivre, le gingembre ou la cannelle si l'on avait la chance de s'en procurer. Néanmoins, la plupart des jours étaient ordinaires et calmes pour les paysans médiévaux. Les repas consistaient en une nourriture simple comme racler les bols, tremper du pain dans du bouillon, boire de la bière et se sentir assez content pour passer la soirée, même si l'on n'était pas entièrement satisfait. La routine et la prévisibilité de la vie quotidienne apportaient un sentiment de confort. Du goût du ragoût à la quantité de pain restante, tout en observant des mains familières préparer les repas près du feu. Tandis que le vent murmurait à travers les fissures et que les animaux s'agitaient dans leur sommeil, le ragoût mijotait, le pain refroidissait et la subsistance redevenait suffisante. Dans la société médiévale, les paysans possédaient peu de biens personnels, peut-être un petit lopin de terre, des outils de base, quelques animaux et une modeste habitation faite à la main. Tous appartenant en fin de compte au seigneur local, pas à un monarque lointain, mais à un propriétaire terrien proche. Ce propriétaire terrien contrôlait tout sur la terre, y compris les personnes comme les paysans, qui étaient appelés vilains dans un sens juridique. Bien qu'ils ne soient pas des esclaves à proprement parler, ces individus étaient liés à la terre, incapables de partir sans consentement, de hériter librement de la propriété, et étaient obligés de fournir du travail, des biens et du respect aux propriétaires dans un système de dépendance mutuelle et de limitation. Votre liberté était également limitée. Votre relation avec le Seigneur ne se basait pas sur des conversations, mais sur des obligations. La communication avec lui se faisait indirectement par l'intermédiaire du prévôt, le surveillant de ses terres et de ses dettes. Vous étiez fortement endetté, notamment par le travail. Plusieurs jours par semaine, surtout pendant la récolte, vous étiez tenu de travailler dans les champs du Seigneur plutôt que dans les vôtres. Ce travail non rémunéré, appelé corvée, ne donnait ni compensation ni gratitude, seulement la conscience que vos efforts soutenaient quelqu'un dans le manoir. Les taxes étaient variées, une partie de vos récoltes, une part de vos produits d'élevage et diverses autres contributions. Si vous faisiez de la bière, vous deviez de la bière. Si vous aviez un cochon, vous deviez du bacon. Même attraper du poisson signifiait se soumettre à la propriété du seigneur sur la rivière. Au-delà des produits agricoles, une taxe était requise pour l'utilisation du moulin, malgré son importance pour le traitement des grains et sa gestion par le seigneur. Enfreindre ces règles en moulant manuellement était passible de sanctions. Le seigneur ne cherchait pas seulement une part, mais la domination. De même, l'utilisation du four communautaire entraînait des frais. Cuire chez soi risquait des répercussions si le régisseur découvrait la pratique. La conformité aux procédures officielles, bien que inefficace et coûteuse, était nécessaire. De plus, des taxes étaient demandées pour le mariage, l'héritage de biens et d'autres aspects de la vie. Avant de déménager dans un autre village, il était d'usage de demander la permission puis de payer une taxe. Le bétail et les outils étaient soumis à la taxation, et l'élevage nécessitait une autorisation, la plupart du temps échappant à la taxation. En échange de ces obligations, le seigneur avait pour tâche de protéger les villageois, de fournir une défense armée contre les bandits ou les nobles rivaux, et parfois de distribuer du grain stocké lors des famines,
bien que généralement pas gratuitement. De plus, la cour du seigneur servait de médiateur pour les différends juridiques, tels qu'une chèvre d'un voisin qui aurait empiété. Cette structure, connue sous le nom de féodalisme, tournait autour de devoirs et d'un système hiérarchique voilé sous une rhétorique de loyauté et de protection. En réalité, il s'agissait de propriété, où les propriétaires terriens détenaient le pouvoir et les travailleurs suivaient au désordre. Les manoirs étaient distincts des villages, souvent situés en hauteur, construits en pierre ou en bois, plus grands que les habitations ordinaires, ornés de toits de chaume épais. À l'intérieur, ils arboraient des tapisseries, des meubles, des serviteurs, et le seigneur lui-même, vêtu de laine et de fourrures luxueuses, se délectant de repas élaborés tout en montrant peu de considération pour les villageois. Il suivait méticuleusement les obligations des villageois. Dettes de céréales, promesses d'œufs, contributions en travail, à travers des registres écrits tenus par des intendants, des rives, des shérifs, car les villageois eux-mêmes étaient souvent illettrés. Le non-respect de ces obligations entraînait des pénalités, généralement sous forme d'amende ou de réquisition supplémentaire de biens. Dans de rares cas, vos biens, y compris vos outils, votre terre, votre maison, vos chèvres et votre dignité pouvaient être confisqués sans résistance, car aller à l'encontre du système était considéré comme imprudent plutôt que comme une rébellion. Étonnamment, le système fonctionnait efficacement, non pas par équité, mais par stabilité. Avec des règles et des attentes claires, vous connaissiez vos devoirs et ce qui était exigé de vous, ce qui éliminait les incertitudes et les disruptions soudaines. Bien que peu fréquentes, il y avait occasionnellement des gestes de bonté de la part du Seigneur, comme la distribution de nourriture lors des fêtes ou l'exemption du travail pendant les jours fériés. Bien que cela ne suffisait pas à égaliser les chances, mais suffisait à maintenir l'équilibre. La relation avec votre Seigneur était distante mais durable. Vous montriez du respect, utilisiez la bonne étiquette et suiviez les normes pour éviter les conflits, tout en conservant une lueur d'espoir que vos efforts pourraient un jour être reconnus et récompensés. Bien que cette reconnaissance fût rare, elle alimentait le système en mêlant la peur à une pointe d'aspiration, selon laquelle la diligence, l'obéissance et la fidélité pouvaient conduire au changement. Tandis que le prévôt, le rive et le moulin poursuivaient leurs tâches, et que vous travailliez sans relâche la terre année après année, il n'y avait ni retraite ni avancement, juste la satisfaction d'accomplir vos devoirs et de répondre aux attentes. Survivez une année de plus, chargé des attentes des autres, dépendait de l'approbation du Seigneur. Avant que la peste noire ne ravage l'Europe et ne devienne un événement historique, les paysans médiévaux étaient bien habitués à diverses maladies. Celles-ci n'étaient pas simplement des maladies saisonnières, mais une menace constante qui rôdait en arrière-plan. Des maladies comme les infections, les fièvres, la wasting, les gonflements et la toux faisaient partie intégrante de la vie quotidienne. La maladie n'était pas un incident isolé, mais un élément persistant de l'existence. Une petite blessure, une morsure de puce ou une eau apparemment claire pouvait facilement vous abattre sans avertissement, contrairement à des événements prévisibles tels que le temps ou les impôts. Il n'y avait pas de système de santé sophistiqué. Peut-être qu'une femme du village ou un moine connaissant quelques remèdes pouvait offrir quelques solutions. Mais la plupart du temps, les gens devaient supporter leur maladie chez eux, en se fiant à des traitements à base de plantes et à des prières. La notion de germe était inconnue, et les théories médicales étaient souvent inexactes et archaïques. Certains croyaient au miasme, l'idée que l'air vicié transportait les maladies, ce qui poussait les gens à tenter de se protéger en glissant des herbes dans leurs vêtements dans les zones malodorantes, sans comprendre pleinement les véritables causes de leurs affections. Certains portaient des fleurs cachées dans leurs manches ou se promenaient avec des tissus imbibés de vinaigre sur le visage. Bien que ces méthodes ne soient ni agréables ni bénéfiques, elles étaient fortement crues. Certaines personnes attribuaient les maladies à la rétribution divine, les associant au péché, aux pensées impures, à la désobéissance ou à la dégradation des mœurs. La maladie était perçue comme un test lorsqu'un enfant tombait malade, ou comme une conséquence des fautes personnelles ou collectives, lorsque les récoltes échouaient ou que la santé se détériorait.
Les croyances locales allaient de la maladie causée par le mauvais œil aux phases lunaires, en passant par les esprits des animaux ou les saints mécontents. Une autre idée répandue était que les maladies entraient dans le corps par les pieds, ce qui conduisait à la pratique de les faire bouillir ou brûler. Des remèdes non conventionnels étaient employés, comme la saignée avec des lames, des bols, et une confiance erronée dans l'équilibre des humeurs du corps, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Les gonflements étaient traités avec des pâtes à base de plantes ou de la boue. Et en cas de maux d'estomac, on mâchait du charbon de bois. En cas de saignement par la bouche, on consommait des perles écrasées mélangées avec du vin, tandis que pour la vision trouble, on priait et on soufflait de la fumée. Les conditions graves, comme les jambes assombries, laissaient souvent les individus avec peu d'options. Des amulettes protectrices contre la peste étaient également courantes, offrant un sentiment de réconfort face à l'incertitude. Un pendentif en métal ou en os porté autour du cou, parfois gravé de mots protecteurs, parfois béni par un prêtre. Certaines personnes enterraient des oignons dans les coins de leur maison, tandis que d'autres suspendaient de l'ail au-dessus de l'entrée. Une pratique courante consistait à attacher une poule vivante à la zone affectée, dans l'espoir que la maladie se transmette à l'oiseau, bien que cela se produisît rarement. Malgré le peu d'espoir, les gens s'accrochaient à toute solution possible. L'expérience de la maladie était isolante, bien que pas de la même manière que nous la comprenons aujourd'hui. Il n'y avait pas de concept de quarantaine ou de recherche d'aide. Au lieu de cela, les individus persistaient jusqu'à ne plus pouvoir, moment auquel ils se reposaient pendant que d'autres poursuivaient leurs tâches quotidiennes. Les enfants et les animaux étaient soignés, et la personne malade pouvait recevoir du bouillon et des prières chuchotées. Parfois, la guérison survenait, marquée par une baisse de la fièvre et du gonflement, conduisant à un retour lent à la mobilité avec une nouvelle appréciation pour la soupe chaude. Inversement, si la maladie persistait, les membres de la famille allumaient une bougie. Les pestes, dans un sens plus large, ne se manifestaient pas toujours de manière spectaculaire, avec des corps empilés dans des chariots. Elles se répandaient plus souvent de façon graduelle. Les symptômes comprenaient un assombrissement de la peau, des membres enflés, une toux sévère qui semblait faire trembler les murs, la variole, la lèpre, la dysenterie et même des épidémies de grippe pouvant laisser la moitié d'un village alité. Il n'y avait ni statistiques ni représentation graphique, seulement des anecdotes. Les villageois prêtaient attention aux avertissements concernant une toux qui se répandait ou aux rapports de décès d'enfants, ce qui les incitait à renforcer les mesures d'hygiène et à utiliser des remèdes à base de plantes. Les gens maintenaient leur distance, percevant quand la mort approchait. Ils reconnaissaient les signes révélateurs. Un souffle qui ralentit, une peau qui se refroidit et l'assombrissement des yeux. De douces prières pour ceux proches de la mort étaient murmurées à la lueur vacillante du feu. Lorsque la peste noire frappa enfin au XIVe siècle, sa gravité surpassa toutes les maladies précédentes. Cependant, à cette époque, l'humanité n'était pas étrangère à la maladie. L'apparition soudaine d'une maladie mortelle était une possibilité connue, où la santé du matin pouvait être perdue d'ici le soir. La peste arrivait par vagues récurrentes, chacune plus intense que la précédente, provoquant des gonflements inhabituels au cou et à l'aine, des fièvres délirantes et des changements omineux dans le sang. La mort survenait rapidement, parfois en quelques heures, et des communautés entières disparaissaient à une vitesse alarmante. Malgré les tentatives d'évasion, la maladie dépassait les villageois en fuite. Certains se tournaient vers la religion, intensifiant leurs prières et leurs vœux d'une vie meilleure. D'autres recouraient à la blâme et à la violence, nourrissant des soupçons envers les étrangers et les pécheurs. L'Église apportait des explications, du réconfort et une aide pour l'enterrement, bien que de nombreux membres du clergé succombèrent à la maladie. Dans certains endroits, la mort devenait si fréquente que les funérailles traditionnelles étaient abandonnées, conduisant à des enterrements de masse sans identification individuelle. Néanmoins, la vie persistait. Les gens s'adaptaient à coexister avec la maladie, la reconnaissant comme ils le feraient pour la faim ou le froid, avec une fortitude épuisée. Ils renforçaient les mesures d'hygiène,
partageaient des herbes médicinales et inventaient de nouvelles prières. Certains croyaient que survivre à une maladie conférait une immunité contre les futurs. D'autres avaient dans des doutes, mais continuaient leurs tâches quotidiennes, y compris la traite des vaches. Les enfants étaient élevés en apprenant à distinguer les plantes bénéfiques, à administrer des remèdes et à reconnaître les signes d'aggravation de la santé. Ils développèrent des compétences pratiques en soins des blessures, en gestion de la fièvre et en évaluation de la gravité de la maladie chez les autres. Ils continuaient à vivre, malgré les défis. Ils se mariaient, travaillaient dans les champs et partageaient des repas rares. Réunis autour du feu, ils racontaient des histoires de maladie et de survie. La peste n'était pas la fin, mais simplement une autre étape de la vie. Ceux qui avaient résisté trouvèrent du réconfort dans leur résilience, refusant de se rendre silencieusement, s'accrochant à l'espoir du lendemain. Dans la campagne médiévale, les nuits n'étaient pas paisibles, mais étrangement silencieuses, amplifiant les sons de la nature et de leur propre existence. À mesure que la lumière du jour diminuait, les tâches devaient être rapidement accomplies avant que l'obscurité n'enveloppe leur monde, éclairé seulement par des feux vacillants. Le sommeil n'était pas continu, mais divisé en deux parties. D'abord un premier sommeil, puis une période d'éveil, suivi d'un second sommeil, un schéma qui évoluait pour faire face aux longues heures d'obscurité entre le crépuscule et l'aube. Les animaux se calmaient, les enfants se taisaient, et la maisonnée, composée d'une ou deux pièces, devenait tranquille. Les matelas étaient remplis de paille ou de plumes, souvent irréguliers et partagés entre la famille, les proches et même les serviteurs, qui dormaient tous ensemble dans une seule pièce par nécessité, plutôt que par proximité. C'était l'espace le plus chaud de la maison, avec même des animaux amenés à l'intérieur lors des nuits les plus froides, partageant la chaleur avec des chèvres, des chiens et des poules. La vie privée n'existait pas, et l'idée de dormir seul était perçue comme une forme de punition plutôt que comme un confort. Seuls les riches pouvaient se permettre la solitude. Tous les autres s'adaptaient en faisant face au mur, en enfonçant de la paille dans leurs oreilles, en partageant des couvertures et en s'habituant au ronflement des autres. Le sommeil durait initialement quelques heures avant que les gens ne se réveillent vers minuit, se livrant à diverses activités comme prier, alimenter le feu, utiliser un seau d'aisance ou sortir dans l'air glacé. Cette heure de minuit était considérée comme un moment de rêve vif, croyant qu'elle créait un lien entre les vivants et les morts, le sacré et le profane. Les gens se souvenaient de leurs rêves durant cet intervalle et en discutaient le lendemain matin comme quelque chose de significatif. Au fil de la nuit, le second sommeil serait plus profond et plus réparateur, visant à guérir. Les douleurs diminuaient et les ampoules de la journée refroidissaient, parfois sans interruption si la chance était de leur côté. Sinon, on restait immobile, attendant l'aube comme une excuse pour commencer la journée. La maison ne devenait pas silencieuse la nuit, avec le feu crépitant et le vent murmurant à travers le toit de chaume. Il y avait des sons subtils, comme un bébé qui pleurniche ou une vache qui remue ses sabots, interrompus occasionnellement par des toux, celles qui sont mouillées et qui font un bruit de râle, semblant sans fin, provoquant une inquiétude mais restant non dite. La peur du noir était réelle en raison de dangers réels comme les loups dont les hurlements pouvaient être entendus suffisamment près pour faire dresser les poils du cou des voleurs et des entités inexplicables telles que des fantômes, des esprits, des démons et des sorcières. Les rituels de protection étaient suivis en plaçant du fer près de la porte, en faisant le signe de la croix sur la cheminée, en murmurant des bénédictions protectrices, en suspendant des herbes au-dessus des entrées, et même en nouant une corde autour du poignet d'un enfant pour une précaution supplémentaire. Malgré ces mesures, certains croyaient que le sommeil laissait une personne vulnérable, ce qui conduisait à des préparations minutieuses comme couvrir les miroirs, orienter le lit face au feu et éviter de dormir avec les pieds pointant vers la porte. L'ennemi était le froid, qui s'infiltrait à travers les murs, le chaume et les portes mal scellées, et les gens superposaient des couvertures plutôt que d'utiliser un seul monticule pour se réchauffer. La laine, la fourrure, ainsi que des vêtements comme des capes et des tuniques étaient portés en permanence,
Aller au lit sans se déshabiller aurait semblé étrange. Les gens dormaient entièrement vêtus, gardant parfois leurs bottes. Il y avait un sentiment de confort à dormir près des autres. Mais cela pouvait aussi être inconfortable. Quelqu'un bougeait toujours ou parlait à voix basse. Les coudes, les genoux et parfois le chien de la famille surprenaient. Cependant, c'était la façon normale de faire. Le silence n'était pas attendu, mais la proximité l'était. Dans cette intimité, une forme unique de sécurité était trouvée. On pouvait entendre les sons de la respiration des membres de la famille, leurs mouvements dans le sommeil ou leurs prières murmurées. Ce n'était pas toujours paisible, mais c'était résolument humain et partagé. Les rêves avaient une importance dans cette communauté. Par exemple, rêver d'un champ de blé pouvait symboliser la prospérité, tandis qu'un serpent dans un rêve pouvait annoncer une maladie. Interpréter ces rêves devenait une compétence, soit par compréhension personnelle, soit en consultant des devins de rêve dans le village. Bien que non officiellement reconnus, ces interprètes de rêves étaient bien connus. L'Église, cependant, mettait en garde contre certains rêves considérés comme maléfiques et soulignait que le sommeil était une période vulnérable à la tentation. Il était encouragé de prier avant de se coucher pour se protéger des pensées négatives et pour garder son âme prête, car mourir durant la nuit était une possibilité réelle. La maladie pouvait frapper pendant le sommeil et certains ne se réveilleraient peut-être pas le matin. Cette incertitude conférait une atmosphère solennelle à chaque nouveau jour. À l'approche de l'aube, annonçant encore une fois la survie, les gens se levaient lentement, ressentant la raideur de leurs articulations, quel que soit leur âge. La fraîcheur de l'air leur mordait le nez, tandis qu'ils essuyaient leur visage et observaient les corps endormis autour d'eux. Tous ceux qui bougeaient, après avoir vérifié que tout le monde était là, ceux qui manquaient, étaient recherchés. Une fois les membres vivants confirmés, la journée commençait avec des tâches telles que chercher de l'eau, préparer du pain et s'occuper des animaux. Si quelqu'un faisait un rêve important, il était partagé, et les souvenirs de la nuit s'effaçaient peu à peu, se mêlant au passage du temps plutôt que d'être complètement effacés. En hiver, le sommeil arrivait tôt et persistait, tandis qu'en été, il était plus court, mais la routine restait la même. Il n'y avait pas d'horloge, mais un rythme distinct était présent. Malgré l'inconfort, cette routine avait un effet rassurant, quelque chose d'authentique. L'objectif n'était pas de rechercher le confort, mais de supporter, si l'on tombait sur un moment de repos, une pause de chaleur, une nuit exceptionnellement paisible ou un rêve dépourvu de peur. C'était considéré comme un cadeau précieux, à ne pas remettre en question ou attendre trop tôt. Certaines années apportaient simplement la faim, tandis que d'autres apportaient la famine, qui était une épreuve tout à fait différente. La faim était gérable, en suivant certaines règles pour étirer les réserves de nourriture, rationner et garder l'espoir. La famine, en revanche, brisait ces règles. Elle signalait l'échec des récoltes, l'épuisement des réserves alimentaires et la dure réalité que la situation ne s'améliorerait pas dans un avenir proche. La nourriture devenait plus une notion abstraite qu'une ressource tangible. Dans les villages médiévaux, les signes de famine imminente étaient visibles dès le printemps. Précipitations irrégulières, récoltes irrégulières, décomposition prématurée, croissance ralentie. Bien que d'abord implicite, l'inquiétude était palpable, se reflétant dans des regards échangés et des calculs silencieux sur les réserves restantes et les semences. Décider de ce que l'on allait manger était toujours un défi, surtout en été, lorsque le choix entre planter des graines ou les transformer en farine devait être fait. Le dilemme entre économiser pour une récolte potentielle ou offrir un autre repas chaud à votre enfant surgit. Par conséquent, les portions diminuèrent progressivement, le ragoût s'amincit, le pain rétrécit et les bols se remplirent moins. Bien qu'au début vous n'ayez pas paniqué, les pensées des événements passés, du surplus des villages voisins ou de compter sur les magasins du manoir pour obtenir de l'aide, offrirent peu de réconfort. Avec le temps, la situation devint de plus en plus difficile à ignorer jusqu'à ce qu'elle devienne inévitable en septembre. Les animaux furent les premiers à ressentir les effets, avec les poules silencieuses, les chèvres émaciées et même le chien percevant son destin.
Les rituels de repas de la famille changèrent, avec un seul pain partagé entre 5 et chaque miette précieusement conservée. Le ragoût devint principalement de l'eau, légèrement colorée par les restes de la marmite, fait de mauvaises herbes bouillies et de racines inconnues cueillies dans l'espoir qu'elles ne soient pas toxiques. Les nuits devinrent sans sommeil, non pas par peur, mais à cause de douleurs de faim persistantes. Les questions des enfants, de plus en plus rares, reflétaient la dure réalité alors qu'ils enduraient silencieusement près de la cheminée, maîtrisant l'art de la patience. Leur présence à l'extérieur cessa, plongeant le village dans le silence. Le rire ne remplissait plus les rues et les disputes concernant les moutons n'étaient plus entendues. Au lieu de cela, les seuls sons étaient des toux occasionnels et le crépitement du bois de chauffage. La famine ne faisait pas naître de la cruauté chez les gens. Au contraire, elle les rendait silencieux. De temps en temps, quelqu'un revenait avec un lapin, un oiseau ou quelques glands qu'ils pouvaient faire tremper et réduire en poudre, même s'ils avaient encore un goût amer. Malgré cela, les sourires étaient forcés, non pas à cause de la saveur, mais simplement parce qu'il y avait de la nourriture. La question de recevoir ou non des grains variait. Les visites du intendant devenaient moins fréquentes, ce qui avait ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, cela signifiait que rien n'était pris, mais de l'autre, aucune aide n'était proposée non plus. Son silence en disait plus que des mots ne pourraient jamais exprimer. L'Église apportait l'aide qu'elle pouvait, offrant du pain après la messe et du soutien aux plus démunis, mais ses ressources étaient limitées. La prière devint plus fréquente, non pas poussée par la foi, mais par l'habitude. Les expressions verbales étaient plus faciles que le travail physique lorsque l'épuisement s'installait. Certains villageois partirent à la recherche de travail, de nourriture ou de réconfort spirituel. Certains revinrent, d'autres non. Vous vous abstinrent de vous enquérir de leur sort, trop fatigués pour le faire. Le corps subit des changements visibles pendant la famine. Au début, vous sentez vos côtes appuyées contre votre peau de l'intérieur. Les mouvements deviennent plus lents, les ecchymoses apparaissent plus facilement, et en vous réveillant, vos mains restent serrées comme si vous teniez encore des outils que vous ne pouvez plus utiliser. Le froid devient plus insupportable, vous poussant à entretenir le feu avec ferveur. Vous restez prêt, dormez face à lui et sacrifiez la maigre nourriture qu'il vous reste pour le garder allumé. La chaleur devient le seul luxe que vous pouvez encore vous permettre de maintenir. À ce stade, chaque aliment comestible possible a été consommé. Des racines aux mauvaises herbes, des haricots secs à la farine rance. Les os ont été bouillis plusieurs fois, l'écorce a été trempée, et le pain de famine a été cuit, ce qui a provoqué une dent fissurée. Lorsque la nourriture a manqué, des objets non alimentaires ont été considérés comme une source potentielle de subsistance. La levure a été bouillie et salée, ce qui n'était ni savoureux ni rassasiant, mais techniquement mâchable. Une fois, un rat a été découvert, cuit en secret, et cet acte a été silencieusement remercié. Malgré une culpabilité persistante, aucun regret n'est ressenti. Les rêves ont pris une tournure bizarre, avec des visions de festins somptueux contrastant avec des séquences de bouillonnement répétitives et des signes étranges de retour de la vie. Les souvenirs d'enfance d'une faim plus simple envahissent parfois les rêves, ainsi que de rares visions de satiété qui provoquent des larmes au réveil. Le cimetière s'est progressivement étendu, indiquant le rythme de la mort, reconnu lorsque la cloche de l'église est restée silencieuse. Fosse peu profonde, prières brèves et deuil silencieux caractérisaient ces enterrements, alors que chacun était préoccupé par ses propres luttes. Le deuil était modéré en raison de limitations émotionnelles, comme tout le reste pendant la famine. Finalement, la famine prit fin progressivement avec des pluies régulières, adoucissant la terre, favorisant la germination des graines et la croissance de plantes faibles mais prometteuses. L'espoir retrouvé conduisit à un effort collectif pour partager la première récolte, en donnant la priorité aux enfants et aux aînés, tout en prenant la moindre portion avec un sourire et un sentiment de gratitude. Lorsque le pain sortit du four, exhibant une croûte craquelée et un fond sombre, vous le regardiez contemplativement avant de céder à la gourmandise.
Des souvenirs affluèrent, des jours passés sans, des tactiques employées et des mensonges tissés pour protéger les autres. Savourant chaque bouchée, vous ressentiez cette fois un sentiment d'accomplissement. En retrouvant votre force, vous réalisâtes que l'Église avait déjà laissé sa marque sur vous. Dès le moment de votre baptême, votre souffle avait été béni dans une langue latine inconnue, et votre âme s'était mêlée à un système qui s'étendait au-delà des limites de votre village. Votre affiliation à l'Église n'était pas un choix, mais plutôt un destin, car il ne semblait pas y avoir d'alternative. Pendant les moments de calme de votre existence, dans la faible lumière des matins précoces avant que le feu ne soit allumé, ou lors des nuits humides où le vent faisait claquer les volets, vous pouviez sentir sa présence semblable à la gravité. L'Église ne cohabitait pas simplement à côté de votre vie. Elle orchestrait, jugeait, taxait, absout et dictait les résultats de vos actions. Ce n'était pas une destination que vous visitiez, mais plutôt l'essence même qui vous enveloppait, tracer le chemin que vous parcouriez et guider le passage du temps. C'était la voix qui résonnait sur votre dernière demeure, chuchotée bien avant votre arrivée. Le curé du village, souvent le seul illettré, servait non seulement de confident, mais aussi de maître du temps, de conseiller et de la plus proche ressemblance d'un oracle parmi vous. Il détenait les clés des mystères célestes, racontait des histoires de saints et comprenait les présages de la nature. Drapé dans ses robes, il traversait le village incarnant à la fois des bénédictions et des avertissements. Confessant silencieusement vos fautes à lui, vous espériez éviter la déception dans son regard, tout en essayant de ne pas vous attarder sur la profondeur de ses connaissances. Qu'il observât la communauté ou qu'il donnât des conseils, sa présence était toujours importante. Les cérémonies essentielles dans la vie d'un paysan étaient la naissance, le mariage et la mort, qui étaient des rituels exempts d'incertitude. Un prêtre représentait un dieu qui inspirait plus de peur que d'amour, soulignant que l'amour nécessitait avant tout l'obéissance. La langue du service religieux était le latin, ce qui semblait presque mystique. Vous vous teniez dans l'église avec votre famille, endurant des pieds engourdis par le froid, écoutant des paroles qui semblaient éloignées de vos propres croyances. Les gestes du prêtre avec le pain et le vin pendant la messe vous étaient mystérieux, mais vous croyiez en la transformation invisible, faisant confiance au fait que le pain et le vin avaient une signification plus profonde que ce qui apparaissait à l'œil. Bien que les mots en latin vous soient inconnus, vous faisiez de votre mieux pour suivre le rythme, imitant les prières et les rituels de ceux qui vous entouraient. L'Église dictait le rythme de votre vie, prescrivant des périodes de jeûne et de fête, divisant l'année en saisons sacrées comme le carême, l'Avent et l'Épiphanie. Vous ne désignez pas les mois par leur nom, mais plutôt par leur association avec des événements religieux. L'Église régulait quels aliments étaient permis et quand ils pouvaient être consommés, instillant de la culpabilité en cas de gourmandise. Le cycle de jeûne de 40 jours avant Pâques, suivi d'un festin somptueux, ou la tradition de s'abstenir de viande le vendredi, peu importe votre proximité avec une source d'eau, faisait partie des règles de l'Église. Certains aliments étaient réservés aux riches contre les gens du commun. Les jours saints, tu partageais ce peu que tu avais, tandis que les jours de jeûne, tu fantaisais sur ce que tu désirais, mais ne pouvais pas avoir. Même lorsque ton bol était vide, ta vie était remplie de règles et d'obligations imposées par l'Église. Ton calendrier ne servait pas seulement à marquer les jours de prière. Il te rappelait aussi tes dîmes à verser à l'Église, généralement 1/10 de tes revenus. Quelle que soit la saison, tout ce que tu produisais de tes champs ou de toi-même avait une valeur. Grains, œufs, laine, poulet, cidre. On s'attendait à ce que tu donnes, car cela était considéré comme la part de Dieu, comme on t'avait appris. Cependant, ce n'était généralement pas Dieu qui la recueillait, mais le prêtre ou le steward, qui notait discrètement les transactions. Ton meilleur orge était emmené à la grange à dîmes, qui semblait toujours plus grande que ta propre demeure. Voir tes voisins remettre leur dernière sacoche d'avoine en priant pour la miséricorde, après l'avoir déjà payée, n'était pas rare. Même lorsque la récolte échouait à cause de pluie ou de gel intempestif, les obligations restaient inchangées. Parfois, tu pouvais régler ta dette avec des bougies ou du travail,
Mais souvent le fardeau devenait trop lourd, te faisant voûter même lorsque tu te tenais droit. Malgré les demandes continues de l'Église, elle rendait aussi en son propre manière, bien que pas toujours de la manière que vous souhaitiez. Elle offrait des comptes, une structure et des explications. Lorsque votre vache mourut mystérieusement, le prêtre conseilla à quel saint prier. Lorsque votre enfant tombait malade, il suggérait que cela pouvait être une épreuve, une punition ou le diable qui s'infiltrait par votre foi vacillante. Il proposait des bénédictions et des rituels, vous conseillant d'allumer une bougie ou de faire un pèlerinage. Parfois, il vous offrait un fragment d'une relique, un vieux os, une dent ou un ruban trempé dans le sang d'un martyr oublié. De tels objets étaient précieux. Parfois, ils apportaient du soulagement, d'autres fois non. Mais ils étaient préférés à rien. Chaque aspect avait son saint correspondant. Saint Apollonia pour les problèmes dentaires, Saint Isidore pour l'agriculture et Saint Sébastien pour les épidémies. Les détails concernant leur lieu de sépulture ou leur époque d'existence vous sont restés inconnus. Leur identité n'était connue que de vous, ainsi que leurs compétences en réparation. Leur récit était un mélange de souvenirs et de enchantements, racontés dans les flammes dansantes par des individus incertains, de là où la réalité s'effaçait pour laisser place au mythe. Lorsque tout le reste échouait, vous sollicitiez leur aide. Leur nom était murmuré en s'occupant du pot ou en s'agenouillant dans les champs. Des accords s'étaient conclus, offrant du pain, de l'abstinence ou un pèlerinage s'ils acceptaient de prêter leur assistance rien que cette fois. Parfois, ils se conformaient, ou du moins semblaient le faire, ce qui suffisait à justifier une nouvelle demande. Partir en pèlerinage n'était pas seulement une expédition sacrée, mais aussi un moyen d'évasion. Pendant une brève période, vous avez dépassé le rayon familier de 5 miles que vous connaissiez toute votre vie. Marchant le long de routes inconnues, en direction de sanctuaires dont on parlait à voix basse. Portant vos supplications avec vous, attachées à votre dos ou serrées dans vos mains. Les nuits étaient passées sous des haies ou dans des coins de grange. Atteignant votre destination, épuisé et humble. Debout devant des reliques ou des statues, aspirant à une transformation intérieure. Parfois, un changement se produisait. Revenu non pas physiquement guéri, mais transformé, ou simplement assez fatigué pour croire que vous l'aviez été. Même l'acte de mourir était orchestré par l'Église. Sentant son approche, vous faisiez appel au prêtre. Arrivant avec de l'huile et des prières, il a oint votre front, implorant pour le passage de votre âme. Les proches se sont rassemblés. Les bougies vacillaient, le son de la cloche si la force restait, inhumés dans un sol sacré à côté d'autres pèlerins de la vie, suivis par des messes offrant prière et lumière, aspirant à un souvenir dans les invocations du prêtre. Car même dans la mort, les obligations persistaient. L'Église prêchait que le chemin de l'âme n'était pas direct. Le système de croyance promettait un voyage vers le paradis, avec une éventuelle déviation dans un royaume étrange connu sous le nom de purgatoire. Ici, les âmes pouvaient languir pendant des éons, à moins d'être aidées par des prières, des offrandes et des rituels. Les familles donnaient, les riches contribuaient des terres, et tous tentaient d'accélérer le passage à travers ce royaume hominou enveloppé de mystères et de craintes. L'Église non seulement apportait du réconfort, mais aussi instillait la peur, offrant des explications aux calamités et aux tragédies qui affligeaient la vie des gens. Il offrait du réconfort au milieu du tumulte, même si parfois pesant, en apportant un sentiment de tranquillité. Malgré des griefs occasionnels concernant les dîmes ou la conduite du clergé, les gens restaient dévoués, trouvant du réconfort dans les enseignements de l'Église, qui apportèrent de l'ordre dans un monde autrement chaotique. L'autorité de l'Église était incontestée, car elle donnait une structure à une existence autrement informe, instaurant un sentiment de sécurité. Même face à la corruption ou aux tentations, la foi perdurait, car les actions parlaient plus fort que les croyances, mettant l'accent sur l'adhésion au rituel plutôt que sur la compréhension de la doctrine. Bien que la langue fût étrangère, les rituels offraient familiarité et continuité dans un monde imprévisible. L'espoir était qu'à votre mort, le son des cloches,
La brûlure des bougies et le souvenir de votre nom auraient une signification. C'était le désir que les saints resteront attentifs, que les péchés soient reconnus et pardonnés de manière équitable, et que l'Église, avec tout son poids, son mystère, sa poussière et son or, guide vers l'avant. Malgré les difficultés telles que famine, peste, taxes et oppression des figures d'autorité, on pourrait se demander pourquoi les paysans ne se révoltèrent pas plus fréquemment. L'accumulation de siècles de souffrance aurait pu laisser prévoir un point de rupture, menant à des soulèvements dans les villages. Pourtant, ces actes de résistance étaient sporadiques et brèves, ne se produisant jamais en masse. Bien que des événements comme la révolte des paysans en Angleterre en 1381 et la jacquerie en France aient eu lieu, ils étaient isolés et n'ont pas entraîné de changement durable. Les révoltes étaient des réactions localisées face à des demandes excessives de la part des seigneurs, mais elles étaient rapidement réprimées, entraînant des conséquences sévères sans modifier le statu quo. Le monde restait inchangé et les paysans poursuivaient leur travail sans bouleversement majeur. Pour comprendre ces révoltes limitées des paysans, il faut éviter de les considérer simplement comme naïves. Faisant preuve d'une résilience remarquable, ils étaient des survivants, endurant des souffrances continues année après année, plutôt que de succomber lâchement à une seule tragédie. Vivant dans un monde aux opportunités limitées, l'espoir était rare et précieux, semblable à une ration de grains. Dans leur existence difficile, marquée par des luttes constantes pour maintenir un abri et de quoi se nourrir, il y avait peu de place pour des actes de défi. Les normes sociales profondément ancrées étaient respectées non pas par souci d'équité ou d'efficacité, mais en raison de leur héritage ancien, fermement enraciné dans les coutumes de nombreuses générations. Les obligations de travailler, de produire et de respecter les protocoles religieux étaient incontestables et attendues, définissant l'existence de la naissance à la mort, sauf en cas de chance exceptionnelle. S'écarter de ces limites entraînait de graves conséquences, appliquées par des autorités allant des soldats aux chefs religieux, laissant peu de place à la rébellion individuelle sans répercussions graves pour soi-même et ses proches. Malgré les dures réalités, les gens trouvaient des moyens de survivre au sein de ces structures sociales strictes, en reconnaissant les dangers et les difficultés qui attendaient ceux qui osaient défier les normes établies. Les expériences partagées, la communauté soudée et les vies interconnectées servirent de rappel constant des conséquences de sortir du rang, assurant que les histoires de punition et de rétribution étaient retransmises comme des contes d'avertissement plutôt que comme des incitations à la révolte. Vivre parmi des visages familiers et compter sur le soutien collectif pour survivre, les risques liés à la rébellion semblaient souvent insurmontables dans le tissu étroit de liens de parenté, de ressources communes et de valeurs partagées qui définissaient leur monde. Même si vous nourrissiez une forte antipathie envers le steward, vous pourriez quand même choisir d'épouser sa fille. Malgré tout ressentiment envers la dîme, vous continuiez à apporter du pain à la messe. Quitter le village n'était pas une option facile, et en troubler le tissu ne ferait qu'y causer du tort à vous-même. Se rebeller contre les normes établies signifiait aussi, dans une certaine mesure, se rebeller contre les routines de sa propre existence. Plusieurs générations plus tard, il est parfois simplifié à l'extrême de considérer les paysans comme des individus perpétuellement soumis, toujours inclinés la tête et acceptant humblement leur sort. Cependant, cette représentation ne parvient pas à saisir la complexité de leur réalité. Pour les paysans, la soumission n'était pas équivalente à la servitude, c'était plutôt une forme de négociation. Ils n'étaient pas des victimes passives, ils étaient ingénieux et adaptables. Ils naviguaient à travers les défis en trouvant des échappatoires dans les règlements et en créant leurs propres espaces au sein des contraintes. Engagés dans de subtiles rébellions à leur mesure, comme dissimuler des biens ou offrir des pots de vin non monétaires, c'était leur façon de résister. Ce sont des gens pragmatiques, motivés par des préoccupations pratiques plutôt que par une idéologie. Leur principal objectif n'était pas la justice, mais la survie, surtout pendant les hivers rigoureux. La justice était un concept qu'ils abordaient avec scepticisme, car leur monde était façonné par des phénomènes météorologiques imprévisibles. Malgré les changements de leadership et de règles, les constantes de la nature et les besoins humains fondamentaux restaient inchangés. L'Église
jouaient également un rôle important dans la formation de leur attitude face à la souffrance et à l'endurance, en instillant la croyance que supporter les épreuves était un acte vertueux et que des récompenses finales attendaient dans l'au-delà plutôt que dans le présent. La promesse du paradis et la crainte de l'enfer étaient des motivateurs puissants, renforçant l'importance de l'obéissance et de la persévérance face à l'adversité. À l'exception de ceux qui étaient arrogants et rebelles, le reste faisait face au feu, aux tourments et aux grincements de dents. Cependant, les paysans manifestaient une résistance passive. Ils discutaient des intendants, chantaient des chansons irrespectueuses sur le Seigneur, riaient des maladresses du prêtre et partagèrent des histoires de jours meilleurs et de gens la nuit. Ils trouvaient de la fierté dans de petites actions comme partager de la nourriture, faire des pauses synchronisées et entretenir discrètement les chants différemment. Leur survie était une forme de rébellion, non une acceptation du système. Ils pliaient légèrement les règles pour faire face à leurs circonstances. Des changements survenaient occasionnellement, comme un seigneur plus bienveillant ou un évêque plus indulgent. Mais ces changements étaient initiés d'en haut. Le rôle des paysans était de supporter et de transmettre ce qu'ils avaient peu à la génération suivante. Ils nourrissaient des espoirs d'une vie meilleure, imaginant un monde où leurs enfants ne porteraient pas les mêmes luttes, où les menaces et les inquiétudes ne viendraient pas obscurcir leur sommeil. Ces rêves les soutenaient, même s'ils semblaient irréalistes, leur donnant la motivation de persévérer. Ce qui était remarquable, ce n'était pas la fréquence des révoltes paysannes, mais leur capacité à s'adapter tout en conservant leurs aspirations. Malgré la nature oppressive du système, les individus ont préservé leur culture, leur foi et leur famille. Ils ont sauvegardé les traditions orales, partagé des connaissances sur les plantes médicinales et enseigné des compétences essentielles telles que la prière, l'accouchement et les rituels d'enterrement. Grâce à leur résilience et leur persévérance, ils ont maintenu un héritage qui transcendait les dirigeants et les guerres. Leur résistance ne consistait pas en de grands gestes, mais plutôt en une détermination ferme à survivre et à préserver leur mode de vie. Face aux défis et aux injustices, ils ont continué à persévérer, faisant preuve d'une force silencieuse qui défiant l'adversité. Leur endurance, reflétée dans les tâches quotidiennes et les traditions, a soutenu le tissu de la société. Leurs contributions, souvent ignorées par l'histoire, ont été essentielles pour soutenir l'agriculture, construire des structures et soutenir les efforts militaires. Bien qu'on leur ait empêché de posséder des biens, les classes inférieures ont construit le monde qui les entourait. Même s'ils n'ont pas réussi à renverser leurs dirigeants, ils ont perduré au-delà d'eux. Peut-être que cette endurance en elle-même peut être considérée comme une forme de révolution.